Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, une sortie forestière avec le CIVU, le service Taxi pour tous et la présentation du guide Champérard à Philippsbourg. Une sortie pour les élus du canton et certains membres de l'ONF dans le massif du Grand Wintersberg s'est déroulée samedi 21 octobre. Le rendez-vous était donné au chalet du Club Vosgien en début de matinée pour un petit déjeuner et un topo sur l'organisation de la sortie. L'objectif était surtout d'expliquer les efforts fournis en matière de sécurité sur les chantiers forestiers. Cette sortie était la 5e du genre, organisée par le CIVU. CIVU, ça veut dire syndicat intercommunal à vocation unique et donc qui gère les deux forêts communales de Niederbronn et de Reichshofen, donc qui donne une surface de 2400 hectares approximativement. Suite à un accident assez grave que nous avons vécu en début d'année, il semblait nécessaire un petit peu de mettre l'accent sur tout ce qui est sécurité. Donc ce thème a été largement abordé par M. Litt de la Caisse Accident de Travail. Certains promeneurs n'hésitent pas en effet à traverser des zones clairement délimitées par l'ONF lorsqu'ils exploitent la forêt. Ensuite, nous avons donc visité un certain nombre de chantiers, notamment donc une nouveauté, une innovation, puisque nous avons vu un chantier qu'on appelle la Tibois, et avec donc un système nouveau de clôture qui est donc composé surtout, qui est une clôture en bois à partir de mélèzes. Et ce chantier, nous avons pu exposer un petit peu de différents intérêts et avantage de procéder à ce système de protection. Et dans notre région, il s'agit donc de protection contre le gibier qui est devenu vraiment nécessaire et de plus en plus indispensable en fait par l'accroissement de la population du gibier, donc de sa pression sur nos jeunes peuplements. Après la visite du chantier Latibois, une explication de l'exploitation d'une parcelle était donnée. Et nous avons aussi pu voir et développer comment se déroule et comment se réalise une coupe en forêt. Ce que peuvent ignorer notamment les élus, c'est qu'en fait une coupe n'est pas faite au hasard, n'importe comment, mais qu'il y a toute une organisation à la fois administrative et technique, mais aussi toute une prévention de sécurité qui est mise en place et qui est développée donc par le forestier. En l'occurrence, il s'agissait là de Guillaume Simon, qui est forestier de Reichshofen, et donc qui nous a bien expliqué comment, en fait, toute une coupe, toute la vie de cette coupe, tout ce qui est prévu. Et on a pu voir, en fait, que c'est un domaine quand même très vaste et qui prend en compte un certain nombre de choses. Comme je n'ai pas de permis, je me suis dit, pourquoi pas toi ? Et j'ai essayé, voilà. Aujourd'hui, on va à Reichshofen, à la radiologie. Je dois faire des radios du genou. J'ai appelé et puis voilà, il y avait un monsieur très sympa au téléphone. Et je lui ai dit ce que je désirais. Et il a dit, d'accord, je vous enverrai un taxi à l'heure prévue. Comme Sonia Kunkel, de nombreuses personnes ont déjà pu bénéficier du service Taxi pour tous, lancé en juin 2006 par la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. L'objectif de ce service est simple, permettre au plus grand nombre de se déplacer librement pour un prix unique de 2 € le trajet, quelle que soit la distance. 3 mois après le lancement de Taxi pour tous, Fernand Feig tire les premières conclusions. Mais je pense que c'est une opération qui répond vraiment à un besoin, puisque les premiers chiffres sont parlants. Nous avons enregistré pour le mois de juin 90 courses, un peu plus de 100 pour le mois de juillet et encore une centaine pour le mois d'août. Donc je pense que c'est un succès pour ces 3 premiers mois. Il s'agit maintenant de travailler encore la communication, de faire savoir auprès des différentes instances, auprès du grand public. Mais je crois que là vraiment on a mis en place un service qui répondait à un besoin sur le territoire de la communauté de communes. Rappelons que si le prix de la course est fixé à 2 €, c'est grâce au soutien financier de la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains et du Conseil général. Et pour commander un taxi, il suffit d'appeler un numéro vert. Vous appelez 24 heures minimum avant votre départ souhaité et le taxi vous cherche puis vous redépose à votre domicile. La société Bucest insiste sur ces 24 heures de délai afin d'optimiser l'organisation des trajets. Les gens ils sont très, très satisfaits quand même.
Et ça serait dommage de laisser tomber ça parce qu'effectivement, c'est un service rendu à la population qui n'est pas négligeable. Oui, alors nous, on est prévenus par fax, par Bigest, pour récupérer la clientèle à une certaine heure. Et bon, après on récupère les clients. Et au retour, soit ils nous appellent s'ils finissent plus tôt, ou sinon il y a une heure qui est prévenue pour les récupérer. Ça démarre petit à petit, hein. Mais d'après moi, je crois que dans le temps, ça marchera plus, hein, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore trop. Hein. Pour réserver un taxi, vous pouvez composer le numéro qui s'affiche actuellement. Si vous suivez la piste aux étoiles, elle vous mènera forcément vers Cathy et Jean-Georges Klein. Ce duo de la haute gastronomie n'en finit pas d'accumuler les trophées. Les derniers en date sont ceux du prestigieux guide Champérard. C'est dans la salle de l'atelier à Philipsbourg que le fondateur du guide a remis le trophée de l'hôtesse 2007 à Cathy et celui du chef 2007 à son frère Jean-Georges. Je pense que quand on a la chance d'avoir Jean-Georges Klein et sa sœur Cathy, je pense que c'est une bénédiction des dieux pour la Lorraine. Et que c'est des gens comme ça qui tirent. Parce que tous les gens du monde entier viennent goûter la cuisine de Jean-Georges. Donc il faut en profiter. Je me permets très officiellement de te remettre ce trophée. Le travail fraternel de nos deux lauréats commence en 1983. Cathy et Jean-Georges reprennent alors le restaurant de leur maman. Très vite, les succès s'enchaînent. Une première étoile en 1988, la seconde 10 ans plus tard et une troisième en 2002. La distinction que j'ai eue ce coup-ci du côté de Champérard m'émeut d'autant plus qu'effectivement Marc de Champérard est un personnage qui effectivement est un petit peu un baroudeur de la gastronomie, et que ce soit de la nouvelle cuisine, de la cuisine évolutive, de la cuisine classique, il sait faire la part des choses. Et je crois que ce qui est important pour lui et pour moi aussi, là on a vraiment les choses en commun, c'est pourquoi peut-être je suis honoré, c'est le produit. Et je crois qu'aujourd'hui, à travers lui, il y a plus le produit qui est presque à l'honneur que le personnage. En valorisant Cathy et Jean-Georges Klein, c'est le terroir lorrain qui est honoré. Caricaturé pour son passé minier, sidérurgique, la Lorraine, et la Moselle plus particulièrement, se cherchent une nouvelle identité, l'art culinaire. Pour qu'il y ait une bonne cuisine, il faut qu'il y ait des bons producteurs, des bons produits donc, puis aussi des bons artisans. S'il n'y avait pas tout ça, il n'y aurait pas de gastronomie. Et si la Lorraine est une grande région gastronomique, c'est parce qu'il y a de fabuleux produits, de fabuleux producteurs et de fabuleux artisans. Et de fabuleux cuisiniers, bien sûr. Au palmarès du guide Champérard 2007 figurent 90 élus. Cathy et Jean-Georges apparaissent à la 6e place. Cela mérite bien quelques applaudissements. Bonjour à tous, merci de me retrouver pour un nouveau Mac 3V. Au programme, comme vous le savez, c'est la quinzaine des champignons. Donc tout de suite, on va suivre Gérard Sick, mycologue. C'est un portrait dans TV3V et c'est tout de suite. Gérard Sick est mycologue. Depuis plus de 25 ans maintenant, il étudie toutes sortes de champignons. Mais attention, Gérard se veut spécialiste et non généraliste. Son genre de champignon préféré est l'inocybe, un champignon pas du tout comestible, mais intéressant pour des raisons scientifiques. Il l'étudie et le scrute sous tous les angles afin d'échanger ses connaissances avec d'autres passionnés. C'est un goût personnel à être dans la nature
Et parce que je fais pratiquement autant de botanique que de mycologie. Et pour être dehors et à l'intérieur, moi j'aime bien étudier les petites choses et fouiller dans les bouquins pour voir ce que c'est. Oui, là-dedans, il y a pratiquement tout ce qui peut me servir avec le microscope. Là, je vais vous montrer ce qu'on peut voir sur les lamelles des champignons. Bon, j'en ai prélevé un tout petit bout qui doit vous paraître vraiment petit, mais pour moi c'est déjà de trop. Et je mets là-dessus une goutte d'ammoniac. Ça c'est une opération qui techniquement s'appelle regonfler. L'odeur, le goût, c'est un élément qui permet de déterminer un champignon. Alors c'est ces petits grains-là que vous voyez, ce sont des spores. Leur taille habituellement elle en varie. Pour cette espèce-là, elle doit varier entre 8 et 10 microns. 8 ou 10 microns, c'est 8 ou 10 millièmes de millimètre. Vous avez des mycologues dits généralistes, c'est-à-dire ceux qui étudient un petit peu tous les genres de champignons qui leur passent devant le nez. Ils approfondiront donc leurs connaissances dans beaucoup de genres. Et vous avez les mycologues dits spécialistes, c'est ceux qui s'intéressent à un ou plusieurs genres. Donc ils vont plus restreints que d'autres, mais ils iront plus loin. Et aujourd'hui, Gérard nous offre une journée en sa compagnie pour voir si l'on trouve quelque chose de plus sympathique à se mettre sous la dent. Ben voilà. Là, vous avez quelque chose qui a une bonne réputation en général. Alors ce champignon, ça s'appelle la russule verdoyante. On le décrit souvent avec 2 ou 3 fourchettes. Et à côté, vous en avez un tout petit. Est-ce qu'il y a un indice justement de fraîcheur et de plus fraîcheur, on va dire? Ben, vous avez déjà l'odeur. Mais bon, là, il faut être entraîné. Vous avez des traces comme ça. Vous voyez, il y a du brun qui se forme. Et là, il n'y a même plus photo. Hein. Vous voyez, il y a carrément des filaments de moisissure qui se développent dessus. Donc celui-là, même si c'est un champignon réputé bon comestible ou très bon comestible, à mon avis, non. Moi, non. Celle-là, c'est une espèce d'un genre que j'étudie tout spécialement. Il a des lames de couleur grisâtre qui vont devenir brunes par la suite. Et je dirais que c'est une espèce du genre Inocibe. Aucun de ces deux genres ne se signale par une comestibilité même moyenne. Et non seulement ça, mais ils sont même déconseillés à la consommation. Ce champignon-là, c'est ce qu'on appelle la plutée couleur de cerf. Et puis il ne pousse qu'en relation avec du bois. Là, vous avez un lactaire. Un lactaire, c'est un champignon qui va lâcher du lait à la blessure. Vous voyez, on l'a à peine touché, il y a du lait qui... Alors je vais faire une entaille. Et puis vous voyez, le lait, ça c'est ce qu'on appelle... Bon, c'est ce qu'on appelle du lait. Hein. Plutôt non comestible. Mais il y a quelques lactaires qui ont bonne réputation. Il y en a même un qui s'appelle lactaire délicieux. Vous êtes mycologue, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment ça a commencé? Ça a commencé il y a largement plus d'un quart de siècle, je dirais. Et j'ai été entraîné par des collègues à moi qui m'ont invité à aller avec eux lors des sorties d'une société mycologique. Au début, je m'intéressais comme tout le monde presque, parce que pour ce qui pouvait se manger. Et puis bon, par la suite, j'ai évolué, et puis maintenant je n'en mange plus, et puis c'est pour le microscope. Alors ici, vous avez un tricolome. Parmi les caractéristiques qui permettent de déterminer un champignon, vous avez l'odeur. Je vais faire un test. C'est l'odeur dite de gaz d'éclairage. Même si aucun de nous trois n'a jamais mis son nez sur du gaz d'éclairage. On le sent, c'est vrai qu'on le sent bien, on le sent déjà là. Enfin, on a cette distance, on le sent bien, quoi. Et voilà une autre espèce de lactaire, un peu partout, vous voyez. Il y a du lait qui coule à la blessure. Et ici surtout, je viens de passer avec l'ongle.
Il y a très peu de courtinaires qui sont comestibles. La plupart sont sans valeur culinaire. Ça pouvait passer par un cep de Bordeaux si on ne fait pas vraiment attention, mais ce n'était pas un cep de Bordeaux. Ça, à coup sûr, c'est un bolet à pied rude. Pour la petite histoire, je dirais que le mot bolet, c'est une famille au sens large et que le mot cep est réservé à 4 ou 5 espèces qu'on définit par espèces nobles. Et là, vous voyez, il y a comme des espèces de petites granulations noires qui sont réparties selon un filet. Vous avez des bolets, c'est une famille au sens large du mot genre, tandis que cep, c'est réservé à des espèces nobles dans ce sens qu'elles sont appréciées pour la cuisine, et elles ont encore une autre caractéristique qui est quelquefois citée, c'est que la base du pied est très large. Comme on appelle l'appellation bouchon de champagne, cep en bouchon de champagne, c'est que le pied est beaucoup plus large que le chapeau. Et de là, il dérive le mot cépé, qui veut dire oignon ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, tous les ceps sont des bolets, mais tous les bolets ne sont pas des ceps. Voilà. Et les ceps, justement, comment les cuisine-t-on? C'est ce que nous allons tout de suite découvrir. Et oui, on finit sur des champignons comestibles, des cèpes donc, et comment peut-on les préparer par exemple? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec Hélène Aubert au caveau de l'étable. Donc nous voilà dans le restaurant de Hélène Aubert qu'on retrouve avec plaisir pour une nouvelle recette donc à base de champignons. Alors qu'est-ce que vous allez nous présenter exactement aujourd'hui? Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui je vais vous préparer une recette très simple avec des cèpes, des coquilles Saint-Jacques. Donc l'intitulé c'est une salade aux cèpes et aux coquilles Saint-Jacques au vinaigre de balsamique. D'accord, et on a besoin de quoi exactement pour tout ça? Là j'ai des cèpes frais, hein. On est en pleine période de champignons. Donc, ensuite j'ai pris des coquilles Saint-Jacques, donc j'ai pris des congelés. Qui sont de très bonne qualité aussi. Il faut du persil, du beurre, des échalotes et du sel, du poivre, du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Ok, donc une fois qu'on a pris connaissance de tous ces ingrédients, la première étape en fait, on prend quoi en premier? Qu'est-ce qu'on fait cuire ou qu'est-ce qu'on lave? Déjà on va tailler les cèpes et après on va les laver très rapidement comme un champignon de Paris. Je te regarde faire, je peux te tutoyer? Bien sûr. On peut aussi les couper comme ça en lanière et puis après les poêler et faire une décoration sur une assiette, mais c'est très très fragile après la cuisson. Donc là je les ai mis dans l'eau, on va les frotter un peu entre les doigts, très rapidement. Hop là. Donc maintenant je vais les égoutter. Donc il ne faut vraiment pas les laisser trop longtemps dans l'eau quoi, sinon ils dégorgent. Sinon ils dégorgent quoi. Et puis après la cuisson ils vont devenir gluants. Vraiment que ce côté croquant. Ça enlève l'aspect tendre du champignon. Donc je vais les relaver par précaution, parce qu'ils étaient quand même très sales. Après lavage. Donc voilà, nos cèpes sont lavés. On va les réserver et puis on va continuer par la suite de la recette. Je vais prendre les échalotes et je vais les ciseler. On en aura besoin pour la cuisson, les cèpes et pour la salade. Les concasser encore une fois légèrement, c'est vraiment très fin. Ça y est, je pleure. D'accord, donc une fois les échalotes ciselées et puis les larmes qui coulent, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire le persil haché, concassé, toujours pareil. Après le découpage du persil, on va vers quoi maintenant donc maintenant on va vers la cuisson. Une fois que les taillages, les préparations sont faites, on commence par la cuisson. Donc on va commencer par les cèpes, donc ça met un peu plus de temps à cuire que les coquilles Saint-Jacques. Parce qu'avec l'huile d'olive, les cèpes en fait ils prennent une belle coloration. Fait un peu beaucoup d'huile.
Donc on va mettre les cèpes. On va les assaisonner à la fin, parce que sinon ils vont tirer trop d'eau. Donc pendant ce temps, les cèpes ils cuisent. On va préparer les coquilles Saint-Jacques. D'accord, allons-y. Donc là, c'est la découpe des coquilles Saint-Jacques. Voilà, donc j'ai pris 6 coquilles Saint-Jacques, donc on va les couper en 2. Comme ça, ça fera plus sur l'assiette aussi. On garde un œil aussi sur les cèpes. Et puis les coquilles Saint-Jacques, hein, c'est recto verso dans la poêle à feu vif. Hein. Vous pouvez les laisser entières aussi, hein, mais bon. Et donc l'association, c'est plus sympa quand il y en a plusieurs pour la présentation, quoi. Voilà. Donc on va finir nos cèpes pendant ce temps. D'accord. On les avait égouttés pour rentrer le jus de cuisson. Ensuite, j'ai rajouté les échalotes, un tout petit noisette de beurre pour éviter que les échalotes brûlent. Et du sel et du poivre. Donc maintenant, les cèpes sont prêts. On va les réserver. Et on va faire les coquilles Saint-Jacques. Donc on va y aller. Il faut que la poêle soit très chaude. Hein. Donc on va saler, poivrer d'un côté. Donc moi j'utilise toujours de la fleur de sel. Hein. Et poivre à moulin, pareil. Et donc ça, vraiment avec beaucoup d'attention, quoi. C'est vraiment chronométré limite à la seconde. C'est recto verso, hein, pour que c'est très fin comme ça. Ouais. C'est très fin, effectivement. Et la coquille Saint-Jacques pas trop cuite, c'est comme du beurre après. Ouais, ça fait fondant. Bon, hein. Et trop cuit, c'est pas bon. Les coquilles Saint-Jacques sont poêlées. On va les débarrasser. Ensuite, on va préparer notre sauce. Là, je vais faire une réduction de vinaigre balsamique monté au beurre. Là. Je vais rajouter le beurre et on va monter le tout. Alors monter une sauce au beurre, concrètement, c'est-à-dire rajouter le beurre hors du feu et donner des petits mouvements de va-et-vient. Et la sauce, elle devient onctueuse et épaisse. Voilà. Donc on va laisser tout ça de côté, on va préparer l'assaisonnement de la salade et puis après on pourra dresser. D'accord, ok. Alors à la salade. Donc on va faire l'assaisonnement de la salade au dernier moment. Hein. Donc ça c'est la dernière étape. Donc là j'ai pris un petit mélange de salade, hein. Trévis, il y a de la batavia frisée. D'accord. Salade quoi, voilà, composée. Oui donc tu disais l'huile d'olive. On va rajouter un petit peu de vinaigre balsamique. Donc le vinaigre balsamique et l'huile d'olive, c'est des ingrédients communs, je dirais. Oui, ils vont très bien ensemble, même sur une tomate mozzarella. Donc un petit peu de fleur de sel, une échalote, pincée de chaque, ouais. Un petit peu de persil et du poivre. Dans ma salade, on va rajouter les cèpes. Donc ensuite, on va touiller le tout. Et donc ça peut se faire à la main aussi? Voilà, c'est toujours meilleur. C'est toujours meilleur. Bon à savoir. On va refaire ça chez nous. Et donc tu disposes ça comme ça au centre ou c'est c'est l'imagination? Après, c'est comme on veut. La présentation, elle est quasi finie. Quasi finie, donc on a mis la salade avec les cèpes. On va chauffer légèrement nos coquilles Saint-Jacques. Donc on peut les mettre sur la salade. Donc je vais les disposer autour. Un petit filet de la réduction. Voilà. Et un petit peu de persil en décoration. D'accord, donc là c'est vraiment la touche finale. Et ça se déguste avec un vin en particulier du blanc, on peut du boire rouge, du blanc. du rosé. Ça reste du poisson, des champignons, donc un petit pinot blanc ou un auxerrois qui est très fruité. Voilà, nos assiettes sont terminées. On va déguster de tout et puis bon appétit. Au revoir. Bon appétit.
faire une coupe parce que... Ah, c'est pas grave. Tu vas le faire. Les assiettes sont prêtes. Ouais, j'étais en train de me marrer. Voilà, les assiettes sont finies. À cause de toi, là. Voilà, nos assiettes sont finies. Voilà, nos assiettes sont finies. Non, faut pas que je la regarde. Faut pas que je la regarde. Si moi je vais c'est fini. Voilà, Nicolas, nos assiettes sont finies. D'accord. Hein, donc c'est... on a tout fini. Prête à déguster. Donc c'est la fin. Ouais, c'est la fin. Ah, c'est bien. On va déguster tout ça. Bon appétit. Et voilà, c'est la fin de ce Mac 3V. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Mac 3V sur TV3V. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Toutes les modes sont à la Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, découvrez la création d'un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance à Niederbronn, de la peinture et des objets décoratifs à Gundershofen et une exposition sur les 100 ans du Racing Club à Gumbrechtshofen. Un comité de sécurité et de prévention de la délinquance a été créé à Niederbronn-les-Bains. Le rendez-vous était donné dans la salle du conseil municipal de Niederbronn à 18 h le lundi 30 octobre pour la signature officielle du document. 4 communes seront concernées par ce dispositif, Niederbronn-les-Bains, Reichshofen, Gundershofen et Merzwiller. On s'est beaucoup interrogé aussi sur les actions en matière d'insertion, comment les développer. Et insertion, c'est aussi développer l'insertion, c'est faire reculer la délinquance. Après la définition d'un comité de sécurité et de prévention de la délinquance par le sous-préfet de Haguenau, c'est le député-maire de Niederbronn, M. Frédéric Reiss, et futur président du comité, qui a rappelé les objectifs. N'exclut pas, et c'est pour ça que nous avons vu ça au niveau de la communauté de communes, de nous intéresser à ce qui se passe dans les autres communes de la communauté de communes, et je voudrais remercier tous les maires qui sont présents ce soir. Ceux-ci seront axés autour de 4 grands axes. La prévention des incivilités à l'intérieur et autour des établissements scolaires, l'amélioration de la sécurité dans les transports, l'intégration des populations nomades sédentarisées et des populations immigrées, et la lutte contre la délinquance de voie publique et la délinquance en général. Voilà. Alors, excusez-moi. L'outil réservé à la base aux communes de plus de 5000 habitants est ici intercommunal. Les problèmes rencontrés étant souvent les mêmes et souvent liés, pourquoi ne pas se rassembler? On n'est certes pas dans le 9-3, a souligné le député-maire Frédéric Reiss, mais nous voulons faire face à nos propres difficultés pour améliorer encore la sécurité et la qualité de vie de nos concitoyens. Le conseil compte 3 collèges. Le premier rassemble les élus, le deuxième les représentants des services de l'État, dont la gendarmerie, et le troisième l'éducation nationale et les associations qui œuvrent dans le domaine social, culturel, sportif ou de la prévention. Ils diront eux-mêmes, c'est vrai, mais qui font face. Les conseils en prévention de la délinquance existent depuis 2002. Ils ont pour vocation de répondre à la demande des maires d'être plus impliqués dans les questions de sécurité et plus écoutés dans l'expression des attentes de leurs concitoyens comme de leurs propres préoccupations. Tiffany Grunwald, jeune artiste en herbe, présente sa première exposition à la mairie de Gundershofen. Plusieurs formes d'art y sont représentées. Elle nous explique par exemple comment réaliser des lampes plutôt originales.
En fait, c'est parti de quelque chose d'assez bête. Hein. On va régulièrement dans un bar et puis en fait, je me suis rendu compte que les magnums, ils les jetaient. Puis j'ai estimé ça dommage, hein, parce qu'il n'y a pas de consigne, il n'y a rien du tout, ils les jettent. Puis donc, je les ai récupérés et je me suis dit que ça serait sympa peut-être de faire des lampes avec, quelque chose d'original. Là, c'est plutôt un genre égyptien, voilà. Puis après, c'est des lampes un peu plus classiques avec des fleurs et du papier de soie. Après, on part dans quelque chose un peu plus enfantin, avec les grenouilles. Quelque chose d'un peu plus baroque, je dirais, sans trop savoir ce que c'est avec la lampe Je t'aime. Puis après, on revient dans un truc un peu plus classique avec le poisson. Hein. Tout est à base de d'autruche ici. Donc pareil pour les récupérer en fait, hein, parce que tout ça, c'est jeté autrement. Donc là, c'est tous les petits qui ont éclos cette année. Enfin, il y en a plus, hein, mais une partie. Donc soit sous forme de bougeoir, ça fait un joli photosphore, soit sous forme de plantes à mettre dedans. Ou alors, avec ce qui est utilisé pour faire la liqueur d'œuf, on fait des lampes, en fait, à base de guirlandes qui sont insérées dedans. Donc là, on est en présence de papyrus. Donc soit travaillés à l'aquarelle, soit comme là en bas, ils sont travaillés plutôt à la gouache et à l'aquarelle. Voilà. Donc ils sont importés d'Égypte directement, hein, cherchés là-bas, ce qui permet quand même d'avoir une bonne qualité de papyrus. Hein. Donc je les ai pris effectivement pour dessiner dessus, mais sans savoir ce que j'allais faire du tout. Puis le foncé m'a bien plu, je me suis dit les chameaux, ça rappelle l'Afrique en fait. Hein. Et puis après, j'ai travaillé à l'aquarelle sur l'éclair parce qu'il y a un sacré jeu en fait de transparence et de lumière avec les papyrus. C'est pas comme du papier, hein, ça change tout à fait. Comment Tiffany s'est-elle intéressée à l'art? Au départ, ça a commencé il y a 6 ans, j'avais 11 ans. J'étais en vacances en fait, et donc il y avait les clubs vacances pour les enfants, et moi je voulais pas y aller. Donc ils proposaient encore un stage d'aquarelle. Donc ils m'ont inscrit une première semaine, mes parents. Ça m'a plu. Le prof, donc l'artiste peintre qui nous avait sous nous, m'a engagé fortement à continuer. Donc pour tout ce qui est aquarelle. Après, tout ce qui est acrylique et tout ce qui est création, lampe, etc., ça vient plutôt de l'art appliqué. J'ai fait une seconde art appliqué, donc là, effectivement, il y a plutôt des designs d'objets, etc. Mais j'ai arrêté l'art appliqué parce que bon, je préfère tout ce qui est art plastique, en fait, tout en gardant une part d'art appliqué dans mes expos. J'ai aussi un projet l'année prochaine, au mois de septembre, peut-être de créer une association dans Gundershofen pour avoir les enfants et les adultes, donc pour leur apprendre à dessiner, pour que l'art se développe encore un peu plus dans le village, quoi. Et quel bilan peut-on tirer de cette première exposition? Satisfaite du monde qui est passé et satisfaite de voir que ça a plu aux gens, en fait. Hein. À Gumbrechtshofen se tient actuellement une exposition sur les 100 ans du Racing Club de Strasbourg. Officiellement inaugurée le samedi 4 novembre à 16h en présence de personnalités du football, cette exposition nous vient tout droit du club de la Méno qui a accepté de la prêter à la demande du maire M. Fernand Feig. On y retrace toute l'histoire du club, de ses débuts à aujourd'hui, en décrivant ses heures de gloire comme ses moments les plus sombres. C'est en effet l'histoire d'un petit club d'une rue de quartier du Neudorf qui est devenu l'un des plus grands clubs omnisports de France. Cette exposition se tient jusqu'au vendredi 10 novembre à la mairie de Gumbrechtshofen de 15h à 19h.